On est à la fin de l'arc Egghead. Après 1 an et demi et une cinquantaine de chapitres, tous plus choquants, intéressants, surprenants et puissants les uns que les autres, cet arc qui succède à l'arc Onigashima, où 2 empereurs sont tombés, atteint son point culminant, avec l'intervention des 4 autres doyens des enfers. Bonjour à tous, ici le Seul Unique Sensei, j'espère que vous allez bien. Le chapitre 1109 est tout simplement légendaire. Comme à son habitude, l'auteur nous enchaîne classique sur classique en fin d'arc. Après une construction sur la durée et une préparation des plus minutieuses, le point culminant est atteint. Kizaru s'est littéralement fait changer en pizza. Il est incapable de riposter face à Luffy. Il se retrouve au sol, totalement déboussolé, à bout de souffle. De son côté, Saturne parvient à revenir malgré l'attaque, mais il a du mal à l'atteindre. Il se voit donc dans l'obligation d'invoquer son groupe pour lui venir en aide. Kizaru est impuissant, il lui faut donc une force supérieure pour ne pas perdre les batailles. La bataille contre Nika et la bataille contre la diffusion du message de Vegapunk. Saturne tente le tout pour le tout. L'invocation est choquante, démoniaque et terriblement dangereuse. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo si vous aimez mes vidéos, et à vous abonner pour ne pas manquer les autres vidéos qui arrivent. Dieu Soleil, démon des enfers, puissance divine, puissance démoniaque, Nika, doyen, Mugiwara, Egghead. Comme vous le savez, l'un des plus gros reproches que les fans font à l'auteur par rapport à l'arc, c'est le manque de combat pour l'équipage de Luffy. Beaucoup veulent plus de combats pour les différents Mugiwara contre la marine. Mais le problème, c'est qu'on sort d'un arc où on a eu de gros combats et de gros power-up pour du 1 contre 1. Ils se sont tous surpassés pour gagner, pour vaincre des pirates redoutables. Les membres qui ont eu leur combat ont tout fait pour y arriver, pour être dignes d'être membres de l'équipage du prochain roi des pirates. Le problème de la marine sur Egghead, c'est qu'ils ne sont pas venus en conséquence de la présence des Mugiwara. Si ça avait été le cas, on n'aurait pas eu que Kizaru. Et pour cause, Kizaru est totalement impuissant contre Luffy. Et les doyens viennent justement pour combler ce manque. Les Mugiwara, c'est un équipage qui a battu un équipage Yonko. Donc, forcément, c'est pas Kizaru et des membres de la marine qui vont les arrêter. Mais allons plus loin. Dans une vidéo pré-chapitre, j'avais mis en opposition les deux camps. Il est grand temps de voir quelque chose. Est-ce que mon analyse est correcte ou pas? J'avais présenté les choses ainsi. Un combattant qui représente le singe et qui a une prime de 3 milliards de berry. Un génie scientifique et 9 principaux subordonnés. On pourrait croire que je ne parle que des Mugiwara, mais ça fonctionne également pour le camp de la marine. Kizaru le singe jaune qui a une prime de 3 milliards Cross Guild. Saturne le dieu guerrier de la science et 9 vice-amiraux. Mon analyse était la suivante. L'auteur étant un maître de l'illusion, a voulu faire croire que le camp de la marine pouvait rivaliser avec le camp des Mugiwara. Et le mot rivaliser a un sens parce que l'auteur le met en avant en affirmant que seul Newgate pouvait rivaliser avec Roger. L'auteur utilise donc ce mot pour montrer que le niveau est globalement le même. Sauf que si j'ai parlé d'illusion, ce n'est bien évidemment pas pour rien. L'illusionnisme, c'est l'interprétation fausse de ce que l'on aperçoit. Et le but recherché était le suivant. Faire croire que le camp de la marine avait de grandes chances pour en arriver au chapitre 1109. Luffy qui éclate Kizaru et Saturne en 2 contre 1, et Saturne qui se voit dans l'obligation d'appeler de l'aide. Tout a été fait pour ce moment, et c'est ça qui est très impressionnant. Si on ne pousse pas l'analyse, on croit que les éléments sur place étaient de grands dangers. Pourtant, ce n'est pas le cas. L'auteur a donc joué de ça pour en arriver à l'invocation des doyens, qui est préparée depuis longtemps. L'affrontement Saturne-Vegapunk est un affrontement de scientifiques. On n'est pas dans du combat. Saturne est le dieu guerrier de la science, donc l'illusion, c'est de faire croire qu'il aura un train d'avance sur Vegapunk. Sauf que ce n'est pas le cas. Le plus haut niveau sur la puce de commandement était pour Bonnie. Le dôme de protection est compliqué à gérer pour Saturne. Et pour finir, Vegapunk va diffuser son message au monde entier. Donc, malgré le fait que Saturne ait tenté de l'avoir sur la puissance, en l'attaquant, et en faisant en sorte que Kizaru l'attaque, Vegapunk avait en réalité un train d'avance sur lui. Et comme je vous l'avais annoncé, le vainqueur est Vegapunk. Ensuite, on a les 2 singes avec 3 milliards de primes. Là, ça va être rapide. Kizaru s'avère être totalement impuissant. Il est beaucoup trop faible pour Luffy. Il ne peut rien lui faire, aucun dégât. Malgré une projection contre le dôme, et Luffy qui retraverse, il va bien. Concrètement, il lui a fait une Jinbe contre Big Mom. Sauf que lui pouvait compter sur le dôme. Sauf que malgré ça, Luffy va bien. Et en plus, il humilie Kizaru. Victoire de Luffy. Kizaru s'est avéré être un soumis à la solde de Saturne. Et beaucoup voulaient qu'il ait le Haki des rois. Mais le Haki des rois, ce n'est pas pour lui. Si on lui donne à lui, alors beaucoup doivent l'avoir. Car Kizaru est aux antipodes de ce que représente le Haki des rois. Et ce n'est pas forcément une question de puissance, car Doflamingo l'a. Mais le Haki des rois, ça englobe beaucoup de choses. On parle d'ambition, de conquérir, de volonté. C'est un état d'esprit. Et malheureusement pour lui, Kizaru est soumis à son camp. C'est une marionnette. Voilà pourquoi dans la marine, c'est compliqué d'avoir le Haki des rois. Sengoku l'a, car ça colle au poste d'amiral en chef, qui a pour objectif de reconquérir les territoires perdus. Donc de fait, on a la notion de conquête. L'amiral en chef est en quelque sorte un conquérant. Pour conclure avec le combat des singes, et vous aurez compris que pour Luffy c'est par rapport à Monkey D. Luffy, ça s'est fini comme ça devait se finir. Avec une humiliation pure et dure, avec une punition. Et enfin on a le dernier affrontement, l'affrontement des subordonnés. Et là, c'est encore plus drôle, car on a un subordonné, Toza,
qui se fait one-shot par un géant. Et là, on a un coup physique. Pas un coup avec une technique qui immobilise, comme pour Kuzan, Sugar ou Perona. Là, c'est un coup physique, et Toza se fait détruire. Et comme l'auteur fait très bien les choses, il nous montre un autre coup identique en termes de contexte. C'est-à-dire un coup que l'on peut qualifier de coup par surprise, avec Kizaru qui frappe Sanji. Résultat, il va très bien. D'un côté, un one-shot, et de l'autre, il va très bien. Inutile d'aller très loin pour comprendre ce que l'auteur nous raconte, à travers les deux coups. Kizaru n'a jamais été le chef. Kizaru était un subordonné. L'illusion visait le faire passer pour un chef, capable de s'opposer au chef adverse, Luffy. Le vrai chef, c'est Saturne, qui a perdu pour le côté scientifique, mais qui reste solide pour le côté puissance. Et pour en revenir aux subordonnés, du côté marine, ils sont l'image de Toza. La comparaison n'avait pas lieu d'être. Sanji est beaucoup trop loin pour eux. Pareil pour Zoro, pareil pour Jinbei. Pareil pour ceux qui ont battu les Toburopo. Posons-nous les bonnes questions et on aura les bonnes réponses. Pourquoi est-ce que Zoro et Jinbei sont-ils si loin? Quelle raison valable pourrait justifier un tel éloignement? Permettez-moi de donner un exemple avec un autre manga pour que ce soit compréhensible. Dans Naruto, durant l'arc Pain sur Konoha, Gaimaito était absent du village. Lui et son équipe étaient en mission à l'extérieur, au moment où l'attaque a eu lieu. La mission, c'est la raison interne à l'œuvre, mais la raison externe est la suivante. Pour la puissance de Gaimaito. Passons les détails, mais sa puissance est un problème qu'il fallait écarter. Et en réalité, c'est une raison courante dans laquelle des personnages clés ne sont pas présents durant des événements majeurs. D'ailleurs, les détails spécifiques de leur mission n'ont pas été largement explorés et expliqués. Et c'est souvent le cas dans les séries longues, où certains combattants sont temporairement écartés. Pour One Piece, le meilleur exemple est lié à Marineford, avec Rayleigh, qui n'est pas intervenu. Peut-être qu'un jour on aura une raison, ou pas. Ce qui importe, ce n'est pas la forme, mais le fond. La forme, c'est la justification, qui, en réalité, importe peu, au vu du contexte particulier de la situation. Le fond reste le même. La puissance de Rayleigh est un problème, qu'il fallait écarter. Pour le bien de l'intrigue. Ça entre dans la gestion globale d'une histoire. Et dans un shonen, qui compte beaucoup de personnages parfois très puissants, eh bien il faut savoir gérer les choses. Pour le cas de Jinbei, la raison interne, c'est aller chercher Zoro. C'est en quelque sorte sa mission comme pour Guy. La raison externe, c'est la puissance de Jinbei. Il aura son importance en fin d'arc. Mais jusqu'à présent, il fallait l'éloigner. Pour Zoro, c'est pareil. Il ne sort pas son Haki des Rois contre Rob Lucci. Parce que ça lui demande beaucoup d'énergie, qu'il ne maîtrise pas encore parfaitement son Haki des Rois, que le contre-coup peut être grand en énergie, ou qu'il veut gagner sans son Haki des Rois. Peu importe, ça, c'est la forme. Mais le fond, c'est une raison externe. La puissance de Zoro qui est bien trop conséquente pour la construction prévue. En conclusion, tout était fait pour donner l'illusion que la marine pouvait gérer la situation. Sauf qu'il n'en est rien. Et l'intérêt de tout ça, c'est l'arrivée des doyens. Tout a été calculé parce que maintenant, tout le monde comprend qu'un camp est bien supérieur à l'autre. Et en termes de dangerosité, c'est le moment. Le manque de dangerosité pour Luffy sur Egghead n'est souligné que maintenant par ceux qui pensaient que Kizaru était proche de son niveau. Ceux qui, comme moi, avaient compris depuis longtemps qu'il était bien inférieur, avaient déjà souligné ce manque de danger. Sauf que, de mon point de vue, ce n'est pas un mauvais point. Parce qu'on est tout simplement dans la continuité des choses. À quoi ça sert de chercher du danger H24? Pourquoi ne pas apprécier l'évolution de Luffy avant que de grands dangers ne viennent? Luffy est devenu empereur, donc, par définition, c'est compliqué de le mettre en danger. C'est tout à fait normal, c'est le but. C'est comme si on suivait l'équipage de Kaido. Devrait-on se plaindre que Kizaru n'apporte pas de danger à Kaido? Eh bien non, car c'est normal. Donc il faut savoir apprécier l'évolution de Luffy. D'ailleurs, c'est assez paradoxal, parce que le danger est lié à la puissance des uns et des autres. C'est donc, de fait, lié au rapport de force. Pourtant, beaucoup nous disent que la puissance et les rapports de force, ça ne les intéresse pas du tout en considérant comme un défaut, un manque de danger, qui est lié à la puissance. Pareil pour ceux qui disent que la puissance et les combats n'intéressent pas réellement, tout en reprochant à l'arc de ne pas avoir les Mugiwara qui combattent. Il est donc normal que le danger soit désormais compliqué à trouver contre Luffy, parce que le danger, c'est lui. Et même si on répète souvent qu'il a battu Kaido, beaucoup ne comprennent pas ce que ça implique. Luffy incarne la puissance. Donc oui, il est normal que le danger ne soit pas omniprésent. Et ce n'est en aucun cas une mauvaise chose. Il s'est entraîné 2 ans. Il a battu Shishibukai, commandant, empereur. Il est maintenant au sommet de la chaîne alimentaire. Et pour le mettre en difficulté, il faut un équivalent en niveau, ce qui est très rare. Il faut du très haut niveau à plusieurs contre 1, ce qui arrive en fin de chapitre, où il faut compter sur la limite du Gear 5. Après plus de 25 ans de manga, et alors que Luffy a rejoint le cercle très fermé des êtres les plus puissants du monde, l'auteur arrive à porter un grand danger à son protagoniste, et ça illustre parfaitement la grande maîtrise qu'est la sienne. Rester cohérent, constant, tout en mettant son protagoniste en situation de grand danger, après plus de 25 ans de manga, c'est très fort. Pendant longtemps, il y a eu un débat par rapport au doyen. Mon point de vue était de dire qu'un doyen avait une épée, donc qu'on avait forcément, à minima, d'anciens combattants. Qu'ils soient encore actifs ou pas, ça dépendait de l'auteur. Maintenant, on a des êtres extrêmement dangereux qui apportent une aura particulière, avec des pouvoirs particuliers.
des caractéristiques particulières. Et il ne faut pas se plaindre du fait que le danger n'arrive réellement que maintenant, il faut souligner le fait que ce soit aussi bien maîtrisé, sans que l'on ait ne serait-ce qu'une ombre d'incohérence. Maintenant, il ne faut pas non plus exagérer quant à leur niveau, et dire que les 5 ont le niveau de Luffy. Il n'entre pas dans un quelconque équilibre, certes, mais il ne faut pas exagérer. Il faut se baser sur les éléments qu'on a. Saturne n'a aucunement prouvé le niveau, et il a beaucoup de mal à toucher Luffy, même en 2 contre 1. Invoquer son groupe est un aveu d'impuissance. Alors certes, il faut arrêter la diffusion, mais la réalité est plutôt claire. Il ne peut pas gagner sur Egghead. Et si on part du principe qu'il a le niveau, et que les autres l'ont, alors on aurait 5 Yonko devant Luffy. C'est plus puissant que les 4 Yonko historiques qui n'étaient même pas alliés. Alors par contre, est-ce que des membres ont le niveau? Est-ce qu'un membre a le niveau? La question peut se poser, mais en toute logique, on devra avoir une homogénéité en termes de puissance. Car généralement, quand l'auteur fait un groupe, on a une homogénéisation. Au niveau des commandants, il peut y avoir une différence, qui peut être grande, par rapport au 3e. C'est le commandant le plus controversé. Le 3e commandant reste très puissant, mais en comparaison avec les autres, il y a débat. Jack a battu une armée de Sulong, alors qu'on a pu voir Carrot, Sulong, inarrêtable contre la flotte de Big Mom. Contre Jack, on parle d'une armée de combattants très puissants et très rapides. Pourtant, Jack, qui n'a que 28 ans et qui n'a pas atteint l'âge du Prime, les a battus. Il s'est fait réprimander par King et Queen. Il les appelle grands frères. Donc, est-ce qu'on a juste une forme de respect au vu de la différence d'âge, ou est-ce que la scène met en évidence une infériorité en puissance? Ce qui importe réellement, c'est que le 3e est très fort, mais qu'il peut être considéré comme étant assez inférieur aux 2 autres, tandis que la différence entre les 2 premiers est faible. Maintenant, on peut aussi dire que dans chaque groupe, il y a du top et du moins top. Chez les amiraux, on a Akainu et Fujitora, même si Aramaki n'est pas forcément très bon, et que Kizaru est exécrable en offensive. Mais pour simplifier, disons qu'on a du top et du moins top. Pour les doyens, ça dépendra. Regardons les forces alliées pour voir ce qui est faisable ou pas. On a Zoro qui affronte Lucci. Comme on l'a vu, Lucci utilise ce qui le rend le plus fort, et pas Zoro. L'équivalent de l'éveil de Lucci, c'est le Haki des rois de Zoro, et il ne le sort pas. Zoro pourrait donc rejoindre Luffy dans pas longtemps. Mais en combattant Lucci sans Haki des rois, c'est comme combattre Sanji sans Ifrit. C'est comme Doflamingo contre Luffy, forme base. Puis en guerre 4. Sanji est toujours à côté de Luffy. Il s'occupe de Vegapunk, mais le corps de Vegapunk ne devrait pas être une cible, car son corps est censé être inanimé. Sanji peut donc être à côté de Luffy, son capitaine. Jinbei pourrait également être là, et on aurait donc l'occasion pour lui de prouver ce qu'il vaut contre du haut niveau. Si on prend les 4 Mugiwara, Luffy, Zoro, Sanji et Jinbei, on aurait alors un 5 contre 4. Et comme Luffy peut affronter 2 doyens, on pourra avoir un vrai combat pour finir l'arc de la meilleure des façons. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas. Parce que oui, il y a forcément des problèmes. Et j'en vois 2 principaux. La limite du Gear 5, qui est déjà utilisée, et Jinbei qui n'a pas prouvé un niveau proche de Zoro et Sanji. J'ai donc l'impression que la bataille est un peu trop belle pour être vraie. Voir les 5 doyens aller en combat complet dès maintenant, ça me paraît très tôt. Mais en plus, on a le message qu'il faut arrêter. La limite du Gear 5. Le niveau de Jinbei et le robot géant qui peut intervenir à tout moment. Mais d'un autre côté, je me dis qu'on a un timer. Et que le timer peut être fait pour qu'on ait justement de gros combats. Pendant 10 minutes, pour avoir la diffusion, les doyens qui repartent et les Mugiwara qui s'en vont sur Elbaf. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir Luffy tout seul contre eux, et voir s'il est capable de faire quelque chose contre eux. Le problème étant bien évidemment le nombre. Ce que l'auteur veut transmettre à travers Luffy, c'est l'importance du rire et de la légèreté. Et en parlant de ça, permettez-moi de vous parler d'un élément que l'auteur a mis en avant dans le chapitre. J'en ai un peu parlé dans la review, mais avec du recul, je me dis que ça mérite un peu plus d'approfondissement. Connaissez-vous la tendance à ajouter un P devant un nom? Cette tendance est un jeu de mots, ou un sobriquet moqueur, qui se fait souvent dans le contexte du sport. En particulier dans le football, où les fans et les critiques utilisent ces surnoms pour exprimer des opinions ou des critiques de manière humoristique ou ironique. Elle peut être vue comme une forme d'humour bon enfant ou comme une critique plus acerbe, selon le contexte et la manière dont elle est utilisée. Ce jeu de mots est très connu à l'international, et cette tendance fait partie de l'évolution constante des mèmes. Pour l'amiral Kizaru, ça fait Kizaru. Enlever le R et le U du nom. On a pizza. Que fait Luffy avec l'amiral? Il le change en pizza. Alors, est-ce que c'est voulu ou est-ce qu'on a un incroyable hasard qui fait parfaitement les choses? Les 2 cas sont probables, surtout qu'on connaît l'humour de l'auteur. Il suffit de lire les SBS pour s'en rendre compte. S'il y a bien un auteur qui prend du recul et de la hauteur sur ses personnages, c'est bien lui. Exemple simple, quelqu'un lui a demandé de dessiner Yoru, donc l'épée de Mihawk, en forme humaine. Le lecteur lui dit « Je verrai bien un tel résultat ». Là, c'est son dessin à lui, le lecteur, et voici la réponse de l'auteur. Il fait de l'humour, il ironise. Pour Pizaru, je ne peux pas garantir que c'est une référence à la tendance, mais force est de constater que ça colle parfaitement. Bien sûr, on peut se demander, mais au fond, c'est quoi l'intérêt de ramener les 4 d'un coup, car l'auteur aurait très bien pu en ramener un,
ou 2. Là, on a les 4 d'un coup. Tout d'abord, c'est choquant. L'effet de choc est recherché et l'effet de choc est réussi. Déjà que 1 pour l'arc, c'était phénoménal, surprenant, puissant, démoniaque, maléfique, mais là, on a tout le groupe. Je vous avais dit que l'arc Egghead est un enchaînement de basculement total, ce qui est assez rare dans les arcs. En général, ça ne se fait pas autant de fois. Là, on a eu les séraphins. Ils sont avec nous, contre nous. On les combat, on les bloque. On a eu un traître. On a une bataille pour récupérer le commandement avec la puce d'autorité pour les Sea Beasts et les pacifistas. On a eu des complications pour la récupérer. Et à la toute fin, Bonnie récupère le commandement. On a eu le Buster Call qui est une attaque massive, mais qui s'est fait contrer par le commandement et par les géants. On a eu Luffy qui était bloqué par le contre-coup. Saturne qui se dévoile, mais au final, Luffy revient et tabasse Kizaru et Saturne. On était donc dans une situation où le Buster Call se faisait éclater et où Luffy humiliait Saturne et Kizaru en 2 contre 1. Voilà tout l'intérêt des doyens, qui font encore une fois un basculement total, inattendu et choquant. Sauf que là, la puissance que dégage le groupe est colossale. Il faudra prendre les bonnes décisions, faire les bons choix et assumer son rôle de capitaine. L'auteur gère parfaitement son œuvre et il le prouve encore une fois. Il prend son temps pour construire, écrire, développer. D'ailleurs, alors que la marine et le GM avaient a priori gagné en éliminant Vegapunk, eh bien en réalité, on a encore une fois un échec de ce camp, car Vegapunk diffuse largement le message. Saturne avait déjà vu un échec en voulant tout détruire, alors qu'à la base, il ne fallait pas. Le plan c'était, on ne détruit pas tout. Pourtant, aveu total de faiblesse. Il faut tout détruire. Mais là, c'est encore pire. Ils sont en train de perdre à tous les niveaux. Voilà tout l'intérêt de ramener tous les doyens. Il doit faire en sorte de régler la situation. Et régler la situation, ça passe par un face-à-face avec l'équipage du prochain roi des pirates. Et son capitaine, Monkey D. Luffy, qui représente Nika. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien.